Radio Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous dans cette deuxième partie de votre émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce programme et merci à vous tous qui nous suivez à travers la République sur www.radiookapi.net et même en dehors de nos frontières. Comment améliorer les conditions de vie sociale des journalistes congolais? Monsieur Belide Bunga, journaliste député national honoraire et directeur général honoraire de la radio-télévision nationale congolaise, est notre invité aujourd'hui. Monsieur Bunga, bonjour. Bonjour Monsieur Jody et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent. Bienvenue, vous êtes journaliste. Appelez-nous pour témoigner dans cette émission. Composez les 085 47. Écrivez-nous également à service@radio-okapi.net. Benjamin Moudoumbi coordonne et réalise cette émission. Esther Mamboté s'occupe de live sur les plateformes digitales. Sylvain Baougouéré à la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Radio Okapi, le souffle du Congo. Bien, de nombreux journalistes congolais vivent dans la précarité et exercent leur métier dans des conditions difficiles, faute des contrats stables et des salaires décents. Certains ont recours à des mécanismes de survie appelés coupage, consistant à percevoir des paiements en échange de la couverture médiatique. Dans plusieurs rédactions, publiques comme privées, la législation du travail est peu ou pas respectée. La protection sociale des professionnels des médias reste insuffisante. Les soins médicaux ne sont pas toujours assurés. Les indemnités des fins des services rarement versées. De plus, des licenciements peuvent intervenir sans préavis ni garantie. Alors, cette situation fragilise l'indépendance de la presse congolaise, souvent exposée à l'influence de certains acteurs politiques et économiques qui financent les contenus médiatiques. Dans ce contexte, quelle stratégie concrète faut-il mettre en place pour améliorer durablement les conditions de vie et de travail des journalistes congolais? On en parle avec M. Belide Bunga. Il est journaliste député national honoraire et directeur général honoraire de la radio-télévision nationale congolaise. M. Belide Bunga, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, quel état des lieux vous faites aujourd'hui de la situation sociale du journaliste congolais? Je crois que vous l'avez décrit tout à l'heure, et si bien. En résumé, il faut faire la part de choses. Il y a d'abord la presse publique et la presse privée. Et de deux côtés, il y a toujours des problèmes, et beaucoup de problèmes. Vous l'avez dit, si je parle par exemple de la presse publique, parce que j'en fais partie, et nous avons d'abord le premier indice pour la vie sociale d'un travailleur, c'est le salaire. Il doit être conforme aux règles d'usage, c'est-à-dire au code du travail, respecter le SMIC. Donc les salaires ne sont pas décents parce qu'ils sont en dessous du SMIC. Et à côté de ça, il y a d'autres aspects aussi qu'il faut considérer. Par exemple, à la RTNC, ce salaire-là qui est déjà minime, 6 mois après quand vous mourrez, par exemple, eh bien ce salaire est coupé 6 mois après. Et il est coupé sans décompte final. Parce qu'en principe, quand vous mourrez, on calcule votre décompte final et la famille hérite de cela et ça soulage un peu la famille. Mais quand il est déjà minime, 6 mois après, on le coupe. Et à côté de ça aussi,
les soins médicaux sont carentiels, il est difficile de prendre en charge. Nous avons plus de 3500 personnes. Moi, j'ai laissé 3200, je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. Et il faut assurer leur charge sociale. Les soins médicaux, ce n'est pas facile. Et là aussi, beaucoup de cas de décès qu'on enregistre, c'est dû principalement à cette prise en charge médicale carentielle. Ajouter à cela d'autres primes. En tout cas, on n'en a pas. Hein, et c'est pénible à comprendre. Et le plus important aussi, c'est la sécurité sociale. Vous l'avez épinglé. Et en principe, chaque travailleur qui est régi par le Code du travail a l'obligation de cotiser 18% à la CNSS. C'est-à-dire que 5% qui est tiré de son salaire à lui, et il y a 13% que l'employeur doit payer et cotiser à la CNSS pour lui. Donc au total 18%. Et à la fin de votre carrière, la CNSS prend en charge. Hein, mais si vous n'arrivez pas à cotiser cela, ou vous cotisez moins, eh bien vous n'êtes pas éligible à la prise en charge de la CNSS, qui vous oublie complètement. Et c'est qui arrive à RTNS par exemple. Donc il n'y a pas de prise en charge de la CNSS. Et c'est un peu une nébuleuse, parce qu'on cotise quand même, et on cotise, et à un moment donné, il faut voir clair. Mais la CNSS vous dirait que tant que vous ne cotisez pas suffisamment, les normes que moi, CNSS, je fixais, c'est 18%. 18%. Eh bien, il est difficile de vous prendre en charge. Et vous n'avez pas de pension de retraite, vous n'êtes pas reconnu. Alors, vous comprenez ça. Si vous alignez tout cela à salaire insuffisant, qui est coupé après 6 mois à votre décès, et puis il n'y a pas de décompte final. Donc, c'est la misère noire. Et là, c'est la presse publique. Alors, si nous arrivons à la presse privée, si la presse publique ne respecte pas la législation du travail, eh bien, il est difficile. Au niveau de la presse privée, c'est pire. D'imposer la presse. Donc, parce que les talons de mesure, c'est la presse publique. Partout, dans tout le secteur. C'est la presse publique qui donne le ton. Enfin, c'est le secteur public qui donne le ton. Hein? Si on n'est pas bien soigné, on ne respecte pas la législation de ces côtés-là, eh bien, il est difficile de le répercuter dans le secteur privé, donc de faire respecter la législation dans le secteur privé. Et voilà, c'est ça. Alors, je fais un travail là-dessus et j'ai pu réfléchir à fond et pour voir quelles sont les causes, et j'en ai trouvé, et puis je me suis permis aussi de voir les responsabilités des uns des autres, parce que c'est très important. Pour trouver de solution à un problème, il faut d'abord en relever les causes et surtout les responsabilités pour enfin proposer ce que je fais, les mesures idoines qui peuvent permettre aujourd'hui, à partir de maintenant, d'améliorer la situation sociale de journalistes et professionnels de médias de notre pays. Et donc, quelles sont ces causes que vous avez identifiées? Les causes, la cause principale, c'est le non-respect de la législation du travail. Le code du travail n'est pas respecté. Ça, c'est la principale cause. Parce que le code du travail est clair. Il y a pas longtemps, je crois, le ministère a relevé les niveaux de ce que nous appelons le SMIC. Hein. Le SMIC aujourd'hui... Qui est aujourd'hui à 21 500 francs congolais. Et ça, c'est pour le manœuvre ordinaire. Le plus bas échelon. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez 21 500, vous multipliez par 26 jours, vous avez déjà 559 000 francs congolais. Mais des salaires... Et là, on n'a pas encore ajouté les transports, les logements et d'autres avantages. Donc déjà à 559 000. Donc en principe, c'est les stricts minimum, mais il faut ajouter les transports, tout ça. Déjà, il y a de ceux qui payent, même à la RTNC. Je crois que 550, il y a ceux qui ont moins de 550 000. Donc déjà, le SMIC n'est pas respecté. OK ? Alors, c'est la cause principale, le non-respect de la législation du travail. Et quand cette législation est bafouée, eh bien, et ça ouvre la porte à tous les abus possibles, n'est-ce pas? Et que ce soit dans le secteur public, je l'ai dit, mais c'est plus grave dans le secteur public, parce qu'en tant qu'étalon de mesure, si vous ne donnez pas l'exemple, vous risquez d'arriver à une déflagration totale au niveau de toute la corporation. Alors ces corps de métier risquent d'en souffrir. Hein. Mais déjà, beaucoup de journalistes travaillent sans contrat de travail. Oui, ils n'ont pas des contrats. Dans les causes, c'est-à-dire que dans les effets, dans la description, et il fallait épingler cela, parce que je l'ai épinglé, c'est-à-dire que les contrats de travail, surtout dans la presse privée, je parle de la presse privée, très souvent, il y a quelques-uns des patrons de presse privée qui font signer correctement le contrat de travail. Mais dans la plupart des cas, il n'y a pas de contrat de travail. Ils travaillent comme ça et on peut vous chasser n'importe quand on engage. Quand on veut, on chasse quand on veut. Et on n'est pas protégé. Et cela ajoute encore un peu plus d'acuité dans la déchéance sociale que vit le journaliste congolais.
Alors, parmi les autres causes, disons, l'autre cause que je peux épingler, c'est que, vous savez, nous avons connu dans notre pays, et même à travers le monde, dans le domaine de la presse, deux grands rendez-vous de l'histoire dans le média. D'abord, dans les années 90, il y a eu la libéralisation du secteur. Parce qu'au départ, les secteurs étaient contrôlés par l'État. C'est après plusieurs revendications que finalement on a ouvert le champ à tout le monde d'investir dans le domaine. Oui. Et il fallait faire attention à ce moment-là. Parce que quand on libéralise un secteur aussi important, aussi stratégique, il faut prendre des mesures, des garde-fous, pour éviter que tout le monde vienne s'engouffrer dedans et profaner le métier. Et je crois qu'à l'époque, il y a eu des erreurs qu'on a commises. On n'a pas fait ce travail-là, on n'a pas pris toutes les précautions pour garantir, n'est-ce pas, l'excellence dans ce domaine. Et à qui on a accordé les fréquences? Quand on a ouvert les champs à tout le monde, on a vu des radios naître, à gauche, à droite, télévision naître, sans... Aujourd'hui, il y en a combien? Vous avez une idée? Oui, il y a environ 700 à 1000, 700 à 1000 chaînes de télévision et autant. Il y a largement plus pour la radio. 700 à 1000. Alors, vous voyez... Et la plupart appartenant aux politiques? Bon, pas la plupart, n'exagérons pas. Il y a beaucoup de ces chaînes appartiennent aux politiques et qui malheureusement aussi ne respectent pas la législation du travail. Et ce qui fait que ça pose un grand problème de ce point de vue. Donc, la deuxième cause, c'est que nous n'avons pas pris la mesure de l'importance du secteur et qu'il fallait, dès lors qu'on a libéralisé, d'arriver à imposer des conditions drastiques. Ne peut ouvrir une radio, une télé, que celui qui a rempli les conditions drastiques fixées par l'État. Est-ce qu'on l'a fait? Apparemment, il y a un laisser-aller. On a permis à tout le monde. Et quand on permet à tout le monde de rentrer dans le secteur sans respecter les normes, ma chaîne YouTube ProBel TV, Production Belle TV, eh bien, les journalistes congolais ont développé un mécanisme de survie. Parce que face à ces carences, on a développé ce qu'on appelle le coupage. Et aujourd'hui, malheureusement, tout le journaliste se concentre plus sur le coupage. Donc, on s'était, on ne revendique pas, même dans le forum qui réunissent le journaliste, rarement qu'on parle de l'assistance sociale. Nous venons il n'y a pas longtemps d'assister ou de participer aux États généraux. Les États généraux de la presse. J'ai dénombré plus de 80 recommandations. Et je vous surprendrai pour vous dire que peut-être une ou deux qui concernaient l'assistance sociale des journalistes. Alors si nous-mêmes, journalistes, nous ne sommes pas conscients de ce que nous vivons, eh bien, nous tournons seulement sur le coupage. Et c'est grave, parce que le coupage, c'est l'incertitude. Et les journalistes congolais, toute sa vie, ne fait que gérer l'incertitude. Et c'est grave quand on gère l'incertitude. Il faut pas gérer, il faut plutôt gérer la certitude. Vous savez que vous avez un bon salaire, c'est bien, vous pouvez en disposer, programmer ce que vous voulez voyager, vous voulez prendre vacances parce que vous avez un salaire décent. Mais quand vous gérez l'incertitude, attendre qu'un coupage vienne vous graisser les pattes, avoir le moyen pour... Non, c'est dangereux. Parce que, comme je l'ai dit dans mon travail, les jours où c'est vrai, ces jours-là, vous avez un bon coupage, $1000, 2000, et vous êtes content, vous achetez ce que vous voulez, une voiture, tout ça. Mais le jour où vous êtes malade, dans votre lit de malade, personne ne vous enverra le coupage, n'est-ce pas? Et personne ne vous programmera pour faire partie d'un voyage à Nkamba, en Bandaka, ou dans les Kivu ou dans les Kwilu. C'est une manifestation quelconque. Donc, on vous oublie dans votre lit malade. Et beaucoup d'entre nous sont partis comme ça. Ils sont morts comme ça. Parce qu'on n'a pas réussi. Et c'est dramatique. Donc, le coupage, c'est un trompe-l'œil. Et on doit le comprendre, c'est un trompe-l'œil. Nous devons plutôt revendiquer nos droits pour que la législation du travail soit respectée et viser, n'est-ce pas, l'excellence à travers les moyens légaux. Et plutôt que de faire attention à un moyen qui est apparent, qui est un trompe-l'œil, qui vous expose plutôt à la médiocrité, parce que vous êtes obligé en ce moment-là, n'est-ce pas, de brader votre indépendance, votre liberté d'expression, parce que vous devez faire plaisir à celui-là qui vous graisse les pattes, qui vous donne l'argent. Je me rappelle, qui paye l'encre, comme on le dit. Je me rappelle une déclaration d'un grand musicien. D'ailleurs, je l'ai repris dans mon travail, Kofi Olomide, qui disait, en parlant de journalistes, qu'il y a des journalistes qui sont devenus des salariés de musiciens. Et c'est grave. Ils sont payés par les musiciens. Ils sont payés, ils ont un salaire. Et quand un musicien paye un journaliste,
Mais parfois, on les paye aussi pour dénigrer les autres. Et voilà pourquoi il y a parfois des guéguerres entre des polémiques inutiles. Entre les musiciens. Parfois, c'est alimenté par nous, les journalistes, les chroniqueurs de musique, qui parfois, parce qu'il a touché de l'argent gauche à droite, eh bien, il doit faire le boulot qu'on lui demande. Le sale boulot, parfois, de dénigrer l'autre. Et c'est pas bien. Je crois que ça rogne un peu notre indépendance et ça atténue, n'est-ce pas, notre professionnalisme aussi. Malheureusement, ce sont des choses que nous devons vraiment éviter. Et là, la responsabilité, et j'en ai parlé aussi, de l'État, est vraiment à soulever. Mais pourquoi les journalistes eux-mêmes ne dénoncent pas à l'inspection du travail tout ça? Ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de salaire, tout ça, ils sont mal, ils travaillent dans de mauvaises conditions. Mais pourquoi ne pas saisir l'inspection du travail? Vous savez, les journalistes se sont d'abord regroupés dans des corporations. Je pense que c'est une force qui devait être utilisée pour justement... Mais ces regroupements, parfois, sont minés par des problèmes. Entre nous, considérons cela aussi. Les groupements du journaliste, les associations. Parfois, vous voulez parler de l'UNPC? On a parfois nos problèmes à nous. Vous voyez ce qui se passe. Moi, je ne vous apprends rien. Il y a parfois des problèmes entre nous. Et ce qui fait que parfois l'essentiel, on oublie l'essentiel et on va dans des choses qui pratiquement ne nous avancent pas. Mais en principe, ces corporations devaient se mettre ensemble. Disons, devaient être unies pour justement combattre et ensemble. Parce que c'est un combat commun. Personne, aucun journaliste au Congo ne peut dire que moi je suis bien. Tous, même le patron de la presse privée, ils peuvent avoir des moyens parce que bon, ils ont. Mais tant qu'ils ne respectent pas la législation, et aussi, vous voyez, il y a beaucoup qui ont des chaînes qui ont pillon sur rue. Et toutes les portes leur sont ouvertes par les autorités. Mais il faut voir ce qu'ils font. Pour certains d'entre eux, de leur personnel. Pas de contrat. On l'a dit ici. Donc, je pense que nous devions plus avoir, conscience. Moi, j'en ai parlé dans mon travail. Avoir conscience, nous, journalistes, à partir de maintenant, nous avoir conscience que nous sommes en train de conduire notre métier dans la dérive. Mais pourquoi souvent les journalistes eux-mêmes ne parlent pas, ne dénoncent pas, ne parlent pas de leur situation sociale? Mais justement, ils vont le dénoncer. Mais nous les déplorons. Nous le déplorons. Il faut peut-être mettre en place des syndicats. Oui, mais justement, les syndicats sont là. Leurs corporations sont des syndicats. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience, à la prise de conscience de chacun. C'est-à-dire, nous-mêmes journalistes, plutôt que de continuer à faire les dialogues à gauche à droite, encenser... Les journalistes engagés à gauche à droite. Je pense que nous devons plutôt nous mettre ensemble pour partir d'une même voie et revendiquer nos droits. Parce que le seul problème qu'il faut, c'est respecter la loi. Et la loi est dictée par les instances officielles. Non? La Constitution garantit tout le droit. C'est pourquoi on ne peut pas respecter. Vous pouvez comprendre, par exemple, je vous donne un exemple simple. La RTNC, c'est la chaîne nationale, la chaîne de l'État. Nous travaillons à travers le monde. Nous voyons comment les chaînes publiques sont prises en charge. Dans des forums, parfois nous sommes malheureux, honteux de voir comment nos collègues, nos confrères sont pris en charge dans certains forums internationaux et nous sommes presque, nous faisons figure de parents pauvres. Vous comprenez? Prenons la RTNC. Vous avez l'exemple d'un droit, un quart des salaires. Ça fait 30 mois que ce quart des salaires n'est pas payé. Vous avez un salaire, M. Jody, ici, n'est-ce pas? Vous le divisez par 4, vous avez un quart de votre salaire. Si on vous prive de ces quarts de salaire pendant 30 mois, 2 ans et demi, je ne sais pas, vous serez content? Mais comment vous allez vivre? Vous comprenez? Oui, c'est très difficile. On va accueillir un auditeur. Gauthier Monga, il est journaliste à Héritage Radio dans le Haut-Lomami. Gauthier Monga, bonjour. Bonjour, bonjour également à notre invité. Moi, je voudrais d'abord adresser 2 petites questions à notre invité. La première, c'est comment les journalistes vont revendiquer, que ce soit dans les secteurs privés ou dans les secteurs publics avec les RTNC, dans une maison de presse, sachant qu'après cette revendication, ça peut peut-être entraîner le licenciement de ces journalistes-là au sein de la maison de presse dans laquelle il est en train de travailler, parce que quand le promoteur va se sentir lésé dans les revendications, il va vouloir se séparer de ces journalistes-là qui revendiquent, par exemple.
de quelle manière nous allons le faire pour qu'on nous prenne en charge ou pour que le technique adopté par les journalistes, quand ils terminent leur événement, ils voient l'organisateur ou les créateurs des événements pour demander quelque chose. Moi, je pense que c'est un système qui vient peut-être amener un conflit parce que les créateurs d'activités ou d'événements ne viennent pas directement dans des maisons de presse souscrire des contrats avec les maisons pour la couverture. Ils appellent seulement les maisons de presse de venir couvrir sans savoir combien ils vont donner. Et arriver sur terrain, il y a peut-être dans certaines maisons de presse, où quand les journalistes partent sur terrain et on remet l'argent, il ne peut avoir que les 10%. Tu peux couvrir une activité de $200, on te donne $20 comme frais de couverture dans la maison de presse. Comment ne pas se rabattre sur les coupages si un journaliste est traité de cette manière-là? Bien, merci beaucoup, Monsieur Belidé. À vous la parole. Eh bien, comment revendiquer? Et là, je crois que je parlais de la responsabilité de l'État. Il y a une législation qui existe. Et ce qu'il faut faire, c'est de faire respecter la loi. Dans tout le domaine de la vie, il faut faire respecter la loi. C'est le Parlement qui édicte la loi. J'en faisais partie. On a édicté de loi. Et l'exécutif doit les exécuter. Et s'il y a un conflit, c'est en ce moment-là qu'on recourt au pouvoir judiciaire pour débloquer la situation. Donc, j'en parlerai dans les mesures que je propose, hein, parce qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour améliorer? Donc, il faut absolument que le Code du travail qui a tout prévu, je vous ai parlé ici, n'est-ce pas, du SMIC. Mais ce qui est à faire, c'est respecter le SMIC. Tout simplement. Quand déjà on a... pour le manœuvre ordinaire, 559 000, sans transport, sans rien, on ajoute. Mais je crois que même le manœuvre ordinaire peut se retrouver avec 1 600 000, 1 700 000. Mais il peut vivre avec. Et en ce moment-là, les journalistes qui n'est pas un manœuvre ordinaire, hein, il est peut-être un travailleur qualifié, ou qualifié en tout cas. Et il aura certainement largement plus. Il peut vivre décemment comme les autres confrères d'autres pays. Ils peuvent prendre des vacances avec leur salaire, avec tout. Parce que la législation du travail est respectée. C'est tout ce qu'on demande. Pourquoi nous ne pouvons pas faire respecter la législation du travail? Donc, c'est seulement revendiquer dans les normes pour que l'État fasse respecter la législation du travail et prendre des mesures contre ceux-là qui entravent justement ou qui bafouent, qui foulent au pied la législation du travail. Alors, en ce qui concerne le coupage d'abord, dans certaines presses, c'est proscrit. Chez Radio Okapi, c'est proscrit. Parce que j'ai vu des gens qui sont partis de cette radio à cause du coupage. Donc, nous aussi, à la RTNC, on pouvait le faire. Hein, parce que c'est la chaîne publique qui pouvait donner les tons. Pas de coupage. On vous attrape le coupage, vous quittez la maison. Mais il faut commencer par bien payer les gens. Si vous estimez que ce que vous payez les gens est suffisant pour leur permettre de nouer les deux bouts du mois. Et qu'ils ne peuvent pas souiller l'image de la maison en harcelant les invités, en leur courant après, et donnez-moi de l'argent, tout ça, ça profane l'image de la maison. Donc on pouvait faire cela, mais il faut commencer par bien payer les gens. Si vous ne payez pas bien les gens, eh bien, le coupage va continuer. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que ça leur donne l'argent. Hein, et on ne fera que le déplorer. Donc il faut bien payer les gens pour que le coupage disparaisse. Mais nous-mêmes, nous devons savoir que le coupage, c'est un trompe-l'œil. Ça ne va pas nous amener très loin dans la vie. Donc nous devons nous liguer ensemble pour revendiquer le respect du Code du travail, le respect de toutes les législations qui entourent le travail. Dans le secteur de la presse, dans d'autres secteurs, il y a un respect strict du Code du travail. Alors, Gauthier nous révèle que dans certaines chaînes, vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de salaire, mais on vous dit sur chaque reportage, on a un service commercial, il faut ramener de l'argent à la chaîne, tout ça, et on vous impose cela avant que l'élément soit diffusé. Oui, mais parce que le patron qui est là, les patrons de cette maison de presse, il se fout de la loi. Il ne respecte pas la loi, parce qu'il devait respecter la loi, il devait commencer par bien vous payer. Ok? On n'arrivera pas à ce niveau-là. Si on arrive à ce genre d'arrangement ou de fait, c'est parce que, les choses ne sont pas bien arrangées au niveau du respect de la législation. Et les journalistes ne dénoncent pas parce qu'ils craignent d'être virés après. Il l'a dit ici. Il ne peut pas dénoncer parce que le patron lui dit, vous êtes d'accord ou pas? Vous savez ce qu'on paye à la RTNC. Il va vous demander, vous me demandez de l'argent, vous savez que c'est qu'on paye à la RTNC. C'est la référence, malheureusement. Et nous ne faisons que le dénoncer. On doit mettre dans des meilleures conditions la chaîne publique. Parce que l'État nous le met. Et c'est ce que nous voyons partout où nous allons.
Si aujourd'hui la presse, vous avez en Belgique, en France, même les journalistes des petites chaînes locales, ils sont bien, c'est parce que la chaîne publique est bien payée. Vous comprenez? Et ça influe, ça se répercute sur les autres. Quand vous venez investir dans le domaine, vous savez qu'il y a une législation. Vous devez vraiment respecter la législation. Sinon, on ne vous accorde pas les autorisations. OK? Un instant, on va accueillir Joël Mbombo depuis Kananga, dans le Kasaï central. Il est journaliste à Radio Loulouabour FM. Joël Mbombo, bonjour. Bonjour aujourd'hui. Bonjour à notre invité, l'ancien journaliste qui est au studio pour le moment. En tout cas, cher Jody, j'ai totalement aimé les explications de notre invité du jour, et surtout pour ces grands sujets qui nous concernent. Moi, je suis journaliste depuis 2016, je peux vous dire. Au Kasaï central, nous avons des chaînes privées qui priment pour le moment au Kasaï central, et surtout à Kananga. Nous n'avons, si je ne m'abuse pas, une seule chaîne qui est la RTNC, qui est une radio publique, la radio de l'État. Là, je crois, on paye les gens mensuellement. Mais la qualité du travail, oui, nous faisons bien, nous travaillons évidemment très bien. Mais dans des chaînes locales, dans des chaînes, je peux dire, dans des chaînes privées, l'amélioration des conditions des journalistes, en tout cas, c'est morbide. Pourquoi vous vous retrouvez à une chaîne, vous travaillez durement, peut-être qu'on vous nomme à une chaîne comme directeur de cette chaîne-là. Bon, c'est pendant la campagne, par exemple. Une chaîne d'un député, il vous nomme, il dit vous allez diriger cette chaîne. Après avoir dirigé, après avoir obtenu les mandats, la famille peut-être du député là doit commencer à bousculer. Qui ne nous laisse notre radio, notre frère a déjà eu le pouvoir. Écoutez, chers amis. Et il y a certaines chaînes ici à Kananga. Vous êtes là, on ne vous paye pas, vous travaillez durement. Les matins, les soirs, vous faites les journaux en direct chaque jour, du lundi au samedi. Écoutez, mais les responsables de cette chaîne-là, dans sa tête, il n'imagine même pas que je travaille avec les gens, que je peux aider même quand vous tombez malade, ils vous donnent même 5 000, 10 000, non. Des fois, quand l'argent entre dans la chaîne, ou bien il y a des communiqués, il y a des reportages qu'on fait. Tout ça, c'est pour lui-même. Lui confisque tout ça. Tout ça, c'est pour lui-même. Des fois, quand vous bouffez même 3 000 francs seulement, vous avez des problèmes. Quand il ne sait pas, et s'il doit apprendre que vous avez bouffé l'argent là, directement, on vous révoque. Il vous dit, c'est ma chaîne, est-ce que ton père a une fois implanté la chaîne où, comme ici au quartier central, on dit en Tchoulouba, ici au quartier central, quand tu es bâtiment, voilà, c'est très grave. Au quartier central, c'est déplorable. Il y a des directeurs des chaînes qui ne respectent pas les journalistes. Un journaliste peut avoir son émission, il peut inviter aussi quelqu'un pour pouvoir trouver même 10 000. Nous sommes responsables d'une famille. Vous trouvez qu'en pleine émission, on vous dit, moi, le directeur de la radio, je suis venu avec un invité, il faut que j'intervienne à votre place là, et vous vous retrouvez devant une difficulté avec votre invité. En tout cas, garantir la liberté éditoriale contre les pressions économiques et politiques, les priorités des médias. Autoriser aussi et encourager la création de syndicats ou de comités d'entreprise au sein des médias privés, parfois réprimés aussi. Alors, cher Jédi, moi, j'aimerais vous demander si on peut payer les journalistes en temps et instaurer des grilles de salaire minimum. Moi, je vous dis, j'ai fait le journal Tchoulouba au Kasaï central du lundi au samedi. Mais je ne suis pas payé. Je vous dis, j'ai une famille, j'ai une femme. Mais non, vous vous retrouvez des fois malades, les micros, je ne peux pas vous expliquer. Mais on se retrouve souvent devant des difficultés. Alors nous demandons à notre
à notre État, à l'État surtout, de prendre les journalistes en charge, de recenser certains médias aussi. Certains médias, voulais dire, certaines chaînes locales. On peut revoir certaines choses, sensibiliser, recruter les jeunes journalistes comme nous. Ok, à la RTNC Kananga aujourd'hui, il n'y a que les yeux papa, ils sont là. Si vous écoutez ce qui se passe à la RTNC Kananga, surtout lors du journal, vous allez regretter ces recherches. Alors qu'on recrute un peu les jeunes à la RTNC Kananga, qu'on recrute les jeunes journalistes à nos chaînes publiques, et ça fera mieux. Merci là, beaucoup. Je vous dis sincèrement merci. Merci Joël. C'est un sujet pertinent pour moi. D'accord, merci Joël pour cette intervention. Joël Mbombo. Augustin Kayembe, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Oui, bonjour, bonjour Radio Kapi. Nous parlons de la situation sociale des journalistes congolais. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Oui, là c'est catastrophique. Moi aussi je suis dans les médias. Je travaille dans plusieurs médias à Kananga, comme l'ami qui a parlé. Oui. Je travaille aussi ici, CCTV, Lipo.fm. Bon, la situation est catastrophique parce qu'il n'y a pas d'abord un contrat de travail. Et les conditions d'abord de vie dans les médias n'est pas stable parce que des fois on manque même la place pour dormir. Et les salaires qu'on n'en parle pas, il n'y a même pas de salaire à la fin du mois. Et aussi, on peut vous chasser à n'importe quel moment. Pour nous qui sommes les techniciens, les heures à nombre, donc je vous assure que si nous chassez, c'est-à-dire les propriétaires, s'il n'est pas d'accord, il peut juste vous mettre à la porte à n'importe quel moment. Et aussi, en ce qui concerne le revenu médiatique, les médias n'ont pas encore de moyens parce que avec l'événement des réseaux sociaux aujourd'hui, les entreprises qui payaient des fois des publicités pour les chaînes de radio et de télévision commencent à le faire via les Facebook et tout consort. Moi, je pense que l'État, s'ils essaient de revoir la situation, enfin de subventionner les médias, cela va permettre à ce que les techniciens que nous sommes, puis les journalistes, que nous puissions quand même avoir le minimum, parce que ça veut suivre que même l'intervention de mon prédécesseur tourne autour des revenus. C'est-à-dire que quand il n'y a rien qui entre, on commence à tous se suspecter. On pense que non, tel a mangé, tel n'a pas mangé. Tandis qu'en réalité, les médias ne sont pas rentables parce qu'on mangeait grâce aux publicités à un certain moment donné. Mais quand il n'y a pas de publicité, c'est compliqué. On commence à penser peut-être que la chaîne puisse survivre d'abord, mais on dit, mais à la fin du mois, on a des besoins, on a des loyers. C'est pour aller voir que dans des provinces, les chaînes locales, ça peut s'ouvrir aujourd'hui, ça permet demain, il n'y a pas la diffusion en continu compte tenu des difficultés du moyen. Et aussi, ça concerne la liberté ou l'indépendance des journalistes. Comment quelqu'un peut être libre à traiter l'information en toute conscience si on sait qu'ils sont vendus vite? C'est comme ça, il y a le phénomène coupage qui est là. Il y a le phénomène coupage qui est là. Il y a aussi l'instabilité. Il y a des fois l'horaire des programmes qui n'est pas respecté parce que des fois, il n'y a pas du carburant, il n'y a pas du courant, ainsi de suite. Donc, l'État, s'il peut voir à subventionner les médias, en essayant quand même peut-être soit en imposant peut-être une loi qui peut faire à ce que tout ce qui est comme entreprise ou bien les usines, qu'ils aient quand même un contrat avec le média dans leur manière générale, permettant à ce que même un petit rien puisse entrer. Comme ça, cela peut permettre à ce que les techniciens, les journalistes puissent avoir un contrat. Parce que c'est bien de dire qu'il n'y a pas un contrat, mais on va vous signer un contrat pour vous payer quoi? Parce que les médias ne font entrer rien. C'est ça le problème. On peut vous signer ce contrat, oui, mais pour obtenir quoi à la fin du mois? Ou bien c'est seulement un contrat pour que, à la fin de la journée, vous et les propriétaires de la chaîne, vous partez en justice pour aller vous plaindre. Non. Moi, je pense qu'il faut peut-être que l'État accompagne le média dans ce sens-là, qu'il y ait une subvention qui permettra qu'à la fin du mois, ces entreprises qui sont sur la ville, ils peuvent quand même faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait sur Facebook. Non, les médias vont devenir quoi? On parle des 4 chaînes pour pouvoir jouer de la bouche ou comment? Merci. Merci Augustin Kayembe de Kinshasa pour cette intervention. Monsieur Bunga, vous avez la parole. Eh bien, vous avez entendu, hein, tous ces auditeurs se plaignent. Ce sont les mêmes faits qu'on dénonce ici. Mais ce que je voudrais dire, en les écoutant tous, les problèmes qui se posent, c'est la prolifération de chaînes. Okay? Il y en a tellement beaucoup. Je vous ai parlé de 700 à 1000. 700 000 chaînes aujourd'hui. 700 à 1000. Hein? Mais on peut se demander, est-ce que vraiment notre pays a besoin de tant de chaînes pour servir la communauté? Pas nécessairement. Si on arrive à ces nombres exagérés, excusez-moi les termes, c'est parce que on a trop de facilité pour ouvrir une chaîne. Et quand on le crée, est-ce qu'on a fait une étude du marché? Est-ce qu'il y a un business plan? Est-ce qu'il y a un modèle économique? Tout se résume à la loi. Qu'est-ce que la loi a prévu
Est-ce que les mesures prises par la loi sont contraignantes? Est-ce que vraiment... Non, c'est pas possible que n'importe qui aujourd'hui peut créer une chaîne. C'est pas normal, parce que sinon, tout le monde va créer des chaînes et puis on ne sera pas en mesure de respecter la loi, notamment le code du travail. Parce que ces chaînes dont on parle là, nos amis de Kananga, sont des chaînes, la plupart sont pauvres. En fait, elles sont pauvres et n'ont pas d'argent. Donc, elles vivent au jour le jour. Et leurs patrons tirent profit. Ils vivent de ces peu qui entrent là. Et il est difficile qu'ils puissent partager. Est-ce que ce patron-là devait ouvrir absolument cette chaîne-là? C'est pas facile. Quelles peuvent être les sources de revenus d'un média? Est-ce que c'est seulement la publicité, les annonces publicitaires? Non, mais quand une chaîne commerciale ou une chaîne privée, généralement, ce sont des chaînes commerciales, à part les chaînes confessionnelles qui peuvent être aidées par l'Église. Mais les chaînes commerciales sont des chaînes qui appartiennent aux individus. Donc, vous devez avoir de moyens. Comme dans les entreprises, pour ouvrir une entreprise, il faut avoir un capital au départ. Donc, ce sont des choses qu'on doit imposer. Donc, c'est pas n'importe qui d'ouvrir. Non, c'est pour qu'on arrive à ces habits, parce qu'on tolère que n'importe qui. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé lors de la libéralisation du secteur de médias. C'est là que tout est parti. On n'a pas bien perçu l'importance du secteur, que c'est un secteur stratégique qu'il faut protéger. Et protéger, ça veut dire vraiment imposer des conditions drastiques. Ce ne soit pas n'importe qui vienne. Sinon, quand on vient, on n'a pas de moyens, on se livre à ce genre de pratiques et qui pénalisent les jeunes. Moi, je plains tous ces jeunes qui sont à Elfasik, un peu partout, qui étudient. Mais pour quelle carrière ils sont préparés? Pour venir souffrir comme nous, qui sommes en train de partir. Monsieur Belide Bunga, lorsque vous étiez à la tête de la RTNC, qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour améliorer les conditions de travail et salariales des travailleurs? Je ne suis pas venu ici pour parler de moi, monsieur Jody. Mais si vous m'imposez, vous m'obligez à parler de moi, ce que moi je fais à l'RTNC. Et d'abord, ça fait plus de 30 ans que je suis à l'RTNC, 35 ans exactement. Ok. Et moi, j'étais directeur général, je n'ai pas été désigné comme... J'étais sélectionné parmi 40 directeurs. Je passais l'interview, et c'est au bout de cette interview, de ces processus, que j'étais désigné directeur. Donc, sélectionné. Et des 40, nous sommes passés à 2. C'est ce qu'on m'a dit. Un jury, et d'ailleurs l'actuel PCA, il sait qu'il était parmi les membres du jury qui m'ont interviewé pour que je sois désigné directeur général intérim. Mais qu'est-ce que je fais? Mais je connais ma maison. Le premier problème, le plus grand problème qu'on a à la RTNC, c'est quoi? C'est le manque d'argent. Parce que tout faire fonctionner une chaîne, on en parle ici, il faut avoir de l'argent. Quand vous n'avez pas l'argent, eh bien, vous ne ferez rien. La RTNC, c'est une chaîne publique, mais la RTNC est régie par les codes du travail. Donc l'employeur, mon employeur en principe, c'est la RTNC. Si l'État paye, c'est parce que nous ne sommes pas en mesure de nous prendre en charge. Mais sinon, l'employeur de la RTNC, c'est la RTNC. Donc c'est la RTNC qui devait prendre en charge. Donc il fallait... Est-ce que l'État subventionne? Est-ce qu'il donne régulièrement les subventions? À part les salaires, il n'y a pas de subvention, même pas un rond. Donc vous devez trouver le moyen de fonctionner vous-même. Et faire fonctionner plus de 26 chaînes provinciales, et puis la chaîne nationale, et tout ça, c'est pas facile. Il faut avoir le moyen. Donc, il y a les redevances, tout ça. Parlons-en. Moi, j'étais l'éditeur de la redevance. La redevance, c'est moi qui ai fait la proposition de loi qui a amené la redevance. C'est ma proposition de loi en tant que député national, avec Boris Mboukou. Donc, je connais la redevance parfaitement bien. Et c'est pourquoi, quand je suis arrivé à la tête de la RTNC, ma préoccupation, c'est de booster la redevance. Parce qu'en tant que directeur, on est un peu limité. On peut apporter des idées au DG, mais il n'est pas forcément obligé d'appliquer la loi. Moi, quand j'arrive moi-même, j'ai proposé au ministère, j'ai proposé au gouvernement un plan de sortie des crises. Et ce plan devait être financé par un partenaire. Parce que depuis presque 2017, j'ai proposé à mes supérieurs, il nous faut pour la redevance une taxe. Et collecter une taxe, ce n'est pas une chose facile. Il faut avoir... Alors il faut parler de la redevance ou des redevances au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs. Non, chez nous, il y a une redevance, mais qui a plusieurs filières. Mais c'est une redevance audiovisuelle. Donc, pour répondre clairement à votre question, moi j'ai mis en place un programme qui devait nous la DGSMP et la primature pour avoir les documents. Donc, quand on a eu les documents, c'était au mois d'août, au mois de septembre. Et on a eu le financement qu'on voulait. Et c'est ce financement qui nous a permis d'avoir les cartes de reportage que vous avez là-bas. Donc moi, c'est comment je fais. Et ça ne devait pas s'arrêter là. Il fallait aller plus loin. Pour les principaux objets de ces programmes, de ces projets, de cette réforme qu'on a entamée, c'était de booster la redevance. Donc de moderniser la direction de la redevance. C'est parce que c'est la direction de la redevance qui doit nous donner l'argent. Elle est capable, la redevance est capable de donner à l'ATNC même plus de 20 à 30 millions de dollars le mois. Donc, nous 30 millions le mois. Même plus, les minimum 10 millions. Mais on a connu beaucoup de problèmes pour faire appliquer la loi.
Et là aussi, j'en ai parlé dans mon travail. Hein, on n'a pas été très bien accompagné par le gouvernement depuis lors. Un instant, on va accueillir les auditeurs. Nous parlons de l'amélioration des conditions de vie, des vies sociales des journalistes congolais. Honoré Mouabi, vous êtes à Kananga, au Kasaï central. Némi Trésor nous appelle depuis Kamina. Honoré Mouabi, bonjour. Et quelle est votre question? Bonjour Monsieur Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. D'abord, je commence par exprimer ma désolation. J'aurais bien voulu que dans cette émission, vous puissiez inviter le ministre, notre ministre national de la communication et médias, ou soit le président de l'UNPC. Parce que c'est moi, toutes ces autorités qu'on est censé apporter quelques plaidoyers. Moi, par exemple, je suis à Kananga, au Kasaï central, je suis journaliste, mais il faut qu'on commence à relever certains défis. C'est, par exemple, cette résolution qui a été prise au niveau de l'UNPC. On a pensé que mettre une carte de presse à un prix qui coûte cher, c'est ça qui va résoudre le problème. Non, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on va vous dire par exemple que la carte va commencer à se vendre à $100, plus $5 ou quelque chose comme ça. Est-ce que, non, écoutez, ça va permettre que seulement les journalistes sérieux puissent acheter, les gens qui sont les charlatans ne pourront pas acheter, comme si quand quelqu'un a cette carte-là, $100, c'est ça qui va résoudre le problème. Non. Je voulais relever quelques problèmes qui rongent notre métier aujourd'hui. D'abord, dans le cadre des médias publics, vous avez des chaînes de radio, vous avez la RTNC et l'ACP qui ont déjà fait beaucoup d'années. On ne met pas les gens en retraite, ils sont là, ils sont des agents éternels, ou c'est comment, on ne comprend pas. À la RTNC, il n'y a pas de retraite, c'est l'État qui ne sait pas prendre les choses au sérieux. Ici, à Kananga, par exemple, vous avez un local de l'ACP, Agence Congolaise de Presse. Mais vous avez envie de vous dire, ça c'est une latrine ou c'est un bureau de tout un média public de l'ACP, au Kasaï central, par exemple. Tous ces agents-là, ils sont là, ils ont déjà dans de plus de 70 ans, ils ne sont pas retraités. On ne sait pas comprendre. Dans les médias privés, je vous dis que là, par exemple, le ministre de la communication, comme il est dans la dynamique de proposer ou de proposer des lois, bien sûr, qu'il arrive à mettre en place un ordre national des journalistes. Comme ça, on va voir qui est journaliste, qui ne l'est pas, pour pouvoir essayer de normaliser un peu certaines choses. Parce qu'on a du mal aujourd'hui de comprendre qui est journaliste, qui ne l'est pas, c'est difficile. Et l'autre proposition, c'est aussi pour arriver à arrêter cette prolifération des médias qu'a déploré notre invité, il faut arriver à limiter. Il faut que l'État arrive aujourd'hui à limiter l'implémentation des chaînes de radio à travers le pays, qu'on arrive d'abord à contrôler celles qui sont là. Quelle est la chaîne qui doit exister? L'autre ne doit pas exister. Pourquoi? Et qu'on arrive quand même à normaliser certaines choses, que les métiers soient organisés. Aujourd'hui, moi par exemple, j'ai honte de dire que nous sommes le 4e pouvoir. Nous sommes le 4e pouvoir par rapport au quoi? On n'est pas organisé. Les choses se passent, chacun se réveille un matin, il est journaliste. Et puis il commence à faire des choses, il y a des dérapages à tout moment. Il n'y a pas d'information. D'accord, merci beaucoup. Les journalistes ne sont pas formés comme c'était dans votre temps, monsieur Jody. Merci Honoré, on a bien noté vos préoccupations. Monsieur Némi Trésor depuis Kamina, bonjour. Bonjour monsieur Jody, bonjour également à l'invité. Et si je dois directement passer à mon intervention, je commence d'abord par saluer la mémoire du feu Joseph Boukar Kassongati Lumbe, ancien président de l'INPC, qui à un certain moment travaillait, se battait pour la prolifération de chaînes de radio ou de chaînes de médias en général. Mais malheureusement, il n'était pas écouté. Je reviens sur un aspect prolifération. Je me dis, le média, c'est la lumière. Moi, je ne suis pas journaliste.
j'avais l'ambition de faire le journalisme, mais après un temps, bon, je me suis amené seulement en droit. Les dangers qui nous guettent, ce sont les raisons économiques. Même moi, quand j'ai fini, M. Toudi, je me suis dit, attends, bon, la profession la plus facile, comme j'ai travaillé l'éloquence et tout, la profession qui semble un peu plus facile, c'était accéder à un média. Alors, je me tape une formation extra-scolaire ou académique. Alors, je consulte une chaîne des radios que je ne peux pas citer ici. Écoutez ce qu'on me dit, il n'y a pas de contrat. Et non seulement il n'y a pas de contrat, mais monsieur, tu seras payé proportionnellement à tes productions. Bon, je suis tiqué. Et puis j'arrête. Non, je me concentre pas sur les études que j'ai faites. La vie continue. C'est ça le problème. Mais je sais que c'est l'État qui a ouvert cette brèche de la prolifération. Non seulement il a libéralisé, mais c'est l'État qui a ouvert cette brèche-là. Comment expliquez-vous qu'au lieu dans un premier moment, au lieu de considérer journaliste comme quelqu'un qui a fait les sciences de l'information et de la communication, d'abord dans un premier temps, mais l'État admet que est journaliste, toute personne qui travaille dans un média, je crois, une durée de 2 ans ou 3 ans comme ça, il devient d'office journaliste. C'est-à-dire même un technicien qui travaille beaucoup à la technique. Après avoir passé ces temps-là, il peut devenir journaliste. Ça, c'est une brèche que l'État lui-même a ouverte. Le média, monsieur Jody, c'est une lumière. Je me rappelle avoir fait passer des reportages sous vos antennes à l'époque dans les grands Katanga avec les madames de Denis Maéo, de Karine Topé et les autres pour ne pas citer tout le monde. Mais c'était sans frais. Mais vous vous dites, ici à Kamina principalement, je me rappelle encore en 2022, j'appelle un journaliste pour couvrir une cérémonie, je lui paye, il a fait son coupage, mais finalement, il ne m'a jamais remis les productions qu'il a fait. Il ne les a jamais publiées. Et quand je commence à lui suivre l'argent, il dit, bon, écoutez, la caméra et tout non. Est tombé en panne, tout ça. Est tombé en panne et tout ça. Alors, j'ai commencé à suivre, je me dis, mais comment je vais l'amener en justice, celui-ci? Je l'ai laissé. En fait, c'est cette facilité-là. Mais monsieur, je dis, ma question est celle-ci. Pourquoi ne pas seulement d'abord tous ces moutons noirs qui ont fait les sciences infirmières, l'économie, la médecine et tout ça, vous les chassez? Parce que non, on ne doit pas parler de la précarité des journalistes, alors que plusieurs de ceux qui sont là ne le sont pas en réalité. Et ici, on doit perdre notre temps et vous, votre rédaction, vous dites, conservons un sujet comme ça pour parler en faveur de tous ces gens-là qui ont manqué à faire et qui se sont introduits dans le journalisme pour faire la propagande des hommes politiques et tout ça pour faire le coupage. Je pense qu'une question aussi devait commencer par là. On doit à un certain moment limiter l'accès à tout le monde aux médias. À l'époque, nous, quand on grandissait, même quand la radio Okapi est venue, RFI, VOA Afrique, Africa Number One, on attendait, c'était des radios de référence. C'est qu'à un certain moment, vous pouvez écouter toutes les chaînes locales, mais pour certifier l'actualité, pour certifier vraiment que c'est bien. Vous allez attendre que Okapi parle, que Studio Hirondelle parle, que France 24 parle, que RFI parle. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je pense, monsieur Jody, on doit d'abord chasser seulement tous ces moutons noirs là-bas, qu'ils rentrent dans les sciences infirmières, ceux qui sont juristes, qu'ils nous rejoignent dans nos corporations. Et puis on va évoluer comme ça. Oui. Mais si possible aussi, de diminuer le nombre de médias, supprimer, retirer les signaux s'il est faux, et puis on va parler autre chose, ça va nous permettre d'avancer. Merci monsieur. Merci beaucoup. Alain Sédar Kayembe, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour. Bonjour, monsieur, je dis Daniel Kachama, la fréquence de la paix. Bonjour à tous et à l'invité. Bien, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions de vie sociale des journalistes? Ah oui, merci beaucoup, je dis Daniel Kachama. Je vais déjà saluer. Je dis simplement merci à votre équipe et aussi à les thématiques du jour que vous avez mis en notre profil. J'avais trop de choses à dénoncer, à dire sur la fréquence de traitement. J'avais tout compris que certains de mes prédécesseurs ont déjà ramassé certains points saillants, comme le confrère Honoré m'a dit de Kananga, mais moi également je suis à Kananga. Même
je vais juste aller un peu plus vite pour vous laisser quand même le temps ou laisser le temps à d'autres intervenants. Moi, je vais, monsieur Daniel Kachama, m'opposer à l'intervention de l'invité disant qu'il faut supprimer, limiter le nombre de médias. Non, ça c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas ça le problème. Si on va penser à supprimer le nombre de médias ou de chaînes de radio, on va supprimer aussi les médias en ligne, les YouTube et d'autres plateformes digitales. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le grand problème, c'est juste la volonté, la confiance des gens qui veulent implanter les chaînes de radio dans de différentes villes de la République démocratique du Congo. S'ils ont eu l'amour d'implanter les chaînes de radio, pourquoi ils n'ont pas eu le temps de penser aux journalistes qui traitent, qui font un grand travail? À des fois, ils se privent d'autres activités au profit de la communauté pour donner la vraie information. Merci beaucoup. D'accord. À la communauté. Merci Alain Sédar, on n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Belidé, vous avez la parole. Je crois qu'il faudra peut-être que nous arrivions à conclure parce qu'il y a des propositions que moi j'ai prévues. N'est-ce pas? Vous comprendrez que tous ceux qui parlent, n'est-ce pas, ils reviennent toujours sur le même. Quelles sont ces propositions? Les propositions, en fait, la première proposition, d'abord sur le secteur public, parce que je vous ai parlé de l'étalon de mesure. C'est la presse publique qui donne le ton, c'est la référence. Et quand on donne le ton, eh bien, tout ce qui vient après, ils respectent, ils suivent. Oui. OK? Alors, urgemment, et ça c'est vraiment d'une manière urgente, il y a un barème qui attend à la RTNC. Depuis pratiquement plus d'une année, 3 ans, 4 ans que ce barème est attendu. Il faut commencer par là. Il faut que l'État accorde un nouveau barème. Pour l'instant. Barème salarial. Mais le SMIC est déjà là. Oui, mais le SMIC, ce sont les dispositions. Ce sont les dispositions que le gouvernement prend, qui doivent être respectées. Et si le gouvernement respecte ses propres dispositions, c'est qu'il faut absolument signer ces nouveaux barèmes pour la RTNC. Pourquoi? Parce que ça va permettre justement de mettre dans des conditions optimales de travail le journaliste de la presse publique. Et cela va faire un effet d'entraînement sur les autres. OK? Parce qu'en tant qu'étalon de mesure, vous ne pouvez pas exiger aux autres, donc le privé, de respecter la loi alors que la chaîne publique ne le fait pas. Donc, commencez par là. Il y a un barème qui traîne. Moi, je demanderai aux autorités, au chef de l'État, au Premier ministre, Madame la Première ministre, en tout cas, il n'y a pas de raison qu'on puisse bloquer un barème aussi important. Et d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un quart de salaire que moi, quand je suis arrivé, j'ai débloqué, qui était payé régulièrement. Mais c'est depuis 30 mois que ce quart de salaire n'est plus payé. Mais pourquoi? Non, on ne peut pas continuer à vraiment profaner le média. À part les barèmes, le barème, qu'est-ce qu'il y a? À part le barème, nous avons la redevance, OK? Parce que la redevance, c'est pratiquement la première source des revenus pour la RTNC, selon le décret qui a créé la RTNC. Et la redevance, je vous ai dit, est capable de prendre en charge totalement la RTNC, comme le fonds... Vous dites que ça peut générer 30 millions de dollars. Plus même, les minimum 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Si toutes les filières sont vraiment mises en marche... Par mois ou... Par mois. Ou même plus. OK, même plus. Et c'est pourquoi on avait pris un programme, de réforme pour arriver à cela. Malheureusement, je suis parti, je ne sais pas ce qui s'est passé après pour que ces programmes s'arrêtent. On est déjà à la fin. Rapidement, d'autres propositions. Ça, c'est pour juste les citer. La presse publique. Et pour la redevance aussi, moi je pense que la RTNC a largement fait ses preuves, donc il faut absolument que le gouvernement puisse créer une structure qui puisse vraiment collecter la redevance et les reverser à la RTNC. Une structure spécialisée avec ses cordes, parce que les cordes de métier de la RTNC n'est pas de collecter une taxe. Nous qui avons conçu la loi, on s'est quelque peu trompé là-dessus. Monsieur Belidé Bunga, merci beaucoup. Mais pour la presse privée, on parlait tout à l'heure de la prolifération. Pour la presse privée, érigée comme condition sine qua non le respect, la législation du travail. Merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de revenir. On va filtrer pour que ceux qui sont capables de prendre en charge leur personnel doivent se référer à la condition sociale. Merci Monsieur Belidé Bunga, journaliste et député national honoraire et directeur général honoraire de la RTNC. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.